Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour Christian. Salut Jérémy. Écoute, très content de t'accueillir pour ce podcast. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, aujourd'hui, on va parler de ta vidéo que tu as faite sur ta chaîne sur la place des glucides dans la préhistoire. Peut-être juste avant que, voilà, s'il y a des nouvelles personnes qui rejoignent le podcast, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire qui tu es et de quoi on va parler aujourd'hui? Ouais, moi c'est Christian Péten, je suis nutritionniste en Suisse et je travaille aussi beaucoup en ligne. Je me suis beaucoup intéressé à l'aspect évolutionniste, à l'alimentation qu'on appelle ancestrale, à tous ces aspects-là, aussi à tout l'aspect métabolique. Donc voilà un petit peu, je dirais, mes créneaux. J'ai aussi beaucoup étudié l'impact des différentes toxines d'origine végétale, en essayant d'avoir un regard pragmatique, de ne pas tout jeter, mais aussi de ne pas être naïf par rapport à ça. Et puis, ben, dans mes recherches et dans mon parcours, en fait, je me suis intéressé à la présence justement des glucides dans l'alimentation préhistorique, de notre lignée au sens large, donc vraiment des primates et puis ensuite de l'être humain, parce que c'est un thème qui revient fréquemment dès lors qu'on côtoie des milieux low carb, cétogènes, carnivores, pro-métaboliques, etc. C'est comme je dis dans la vidéo dont on va parler, c'est une sorte d'argument magique qui est avancé fréquemment dans ces différents milieux. Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y a pas forcément beaucoup de solidité à ces arguments. Et, et moi, j'ai voulu aller vraiment chercher ces réponses en allant questionner, en fait, ou en allant étudier ou lire les études des spécialistes de ce sujet. S'il y a des mecs, c'est leur boulot depuis des années ou des dizaines d'années d'étudier voilà, la présence de différentes plantes, le fonctionnement de ces différentes plantes au travers de l'histoire, l'alimentation de nos ancêtres, justement. Et puis l'image qu'on en retire, elle est quand même assez loin de l'image d'Épinal qu'on a tendance à nous vendre, autant d'un côté que de l'autre, hein. C'est-à-dire que du côté vegan aussi, on nous vend certaines images qui peuvent être très, très romantisées. Et finalement, on a quelque chose de beaucoup plus, je dirais, équilibré là au milieu. D'accord, impeccable. Du coup, je rajoute juste une petite chose, c'est que, bah, comme toi, moi, j'ai eu un... Quand j'ai découvert les alimentations ancestrales, forcément, tu découvres le milieu low carb, cétogène, carni, anglophone, qui était déjà, voilà, qui s'est développé, on va dire, ces 10 dernières années, si je me trompe pas. Donc, en France, il y a vraiment eu un... Moi, je sais pas comment toi, tu vois les choses, mais moi, j'ai vraiment ressenti un grand boom ces 2, 3 dernières années. Tout ce qui est carni, cétogène en France, il y a de plus en plus de comptes sur les réseaux sociaux francophones qui se lancent, etc. Et voilà, après avoir diabolisé le gras dans les années, alors je crois que c'était 90, si je me trompe pas, 80, 90 ou même 2000, là on repart sur une autre tendance, je dirais, qui est voilà, la chasse aux glucides. Et donc ta vidéo, ben, pas de glucides dans l'alimentation de nos ancêtres, elle tombe vraiment à pic parce que en tout cas en francophone, pour moi c'est la seule vidéo bah, qui va en profondeur dans ce sujet. Donc c'est vraiment déjà, je te remercie de l'avoir fait. Et c'est pour ça que je voulais bah, te donner la possibilité de développer ce point-là aujourd'hui. Et du coup, juste au niveau du boom, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu remarques aussi qu'il y a un gros boom au niveau cétogène en France ou pas trop? Ouais, je pense qu'il est là. Maintenant, il a peut-être déjà commencé. Il est peut-être déjà aussi en train de faire son pic ou de s'estomper, j'ai l'impression. Avec pas mal de gens qui reviennent un petit peu en arrière, qui repassent sur du low carb, typiquement, ou même qui vont mettre des quantités plus importantes de glucides. Comme on a vu du côté anglo-américain, où beaucoup de gens sont revenus en arrière, pas tous, hein, évidemment. Ouais. Maintenant, je pense que c'est des diètes qui vont rester et qui ont en plus certaines utilités thérapeutiques. Maintenant, ce boom, il n'a pas été là pour rien, hein. Évidemment, il y a des gros problèmes de santé chronique dans la population. C'est des diètes qui amènent certaines solutions. À mon sens, elles ne sont pas forcément optimales, mais c'est quand même des solutions qui sont là et qui peuvent être utiles à des gens à un moment donné. Et parfois, c'est mieux d'aller vers ce genre de solutions que de rien faire du tout et de rester dans une diète occidentale, industrielle, etc. Donc oui, il y a un boom. Et s'il y a ce boom, c'est aussi qu'il y a des résultats. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des résultats avec ce type de diète, qui ont vraiment des améliorations au niveau santé, qui peuvent vaincre des troubles, je dirais, chroniques qui les embêtaient depuis longtemps. C'est le cas avec du carnivore ou ce genre de diète, par exemple.
Maintenant, d'expérience maintenant, avec le recul que j'ai aussi avec la clientèle, il y a en tout cas toute une partie de gens qui subissent d'autres conséquences de ce type de diète à moyen ou long terme, que ce soit du point de vue métabolique ou de leur fragilité digestive, intestinale. C'est-à-dire que ça, c'est des gens qui après sont dans une sorte de piège où ils n'arrivent plus à ressortir parce que le système digestif est tellement fragilisé, hein, le mucus est tellement étroit, etc., que plus rien n'est toléré, en fait. Et du coup, c'est difficile d'en sortir. Et moi, j'accompagne aussi des gens, et je pense que c'est ton cas aussi, qui sortent de ce type de diète. C'est pas évident, il faut y aller petit à petit. Euh, et c'est quelque chose de faisable et qui est bénéfique. Mais, euh, mais voilà un petit peu pour répondre à ça. Ok, super. Alors du coup, on va pouvoir rentrer dans la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai relevé des sujets centraux de ta vidéo et je vais te laisser la possibilité de les développer et puis je me permettrai voilà, de te poser des questions supplémentaires ou d'ajouter voilà, des choses ou de partager des choses en complétant ton propos. Alors, il y a une première chose dont je voulais parler avec toi, c'est donc ce qu'on entend beaucoup, voilà, dans la vision, dans la narration cétogène, c'est voilà l'argument de ce que tu appelles l'homme sur la banquise. Donc l'argument serait de dire que l'homme a passé la plupart de son temps, a vécu la plupart de ton temps dans des régions glaciaires, donc à chasser des animaux et donc sans végétaux et donc sans fruits. Donc moi, ma question par rapport à ça, c'est est-ce qu'on a une idée de la part de l'histoire où l'homme s'est effectivement retrouvé dans un climat froid et arctique? Qu'est-ce qu'on sait de la localisation de l'être humain pendant la préhistoire? Parce que l'être humain, il s'est dispersé un petit peu partout. Donc, est-ce que c'était partout froid à tous les moments? Et voilà, où est-ce qu'ils ont vécu et pendant combien de temps? Donc, il y a pas mal de questions, mais je pense que tu as saisi la question générale, quoi. Ouais. C'est une excellente question à se poser. C'est pour ça que j'ai abordé ça dans la série de vidéos que j'ai faite. Parce qu'évidemment, si on considère que l'être humain vivait, comme tu dis, dans des régions polaires durant la majeure partie de son évolution, on va dire 3 millions d'années pour l'homme et les ancêtres de l'homme, comme Erectus ou habilis, euh, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans un milieu polaire, il n'y a quasi pas de végétaux, il n'y a que de la viande, etc. Donc, on peut commencer à se dire qu'on vivait un peu comme des Inuits ou des Yupik ou des populations de ce type-là qui vivent dans le Grand Nord. Et c'est vraiment l'image qui est facilement véhiculée par certaines têtes d'affiche, je dirais, du mouvement carnivore américain. C'est quelque chose qui est beaucoup répété, auquel j'ai adhéré partiellement. C'est-à-dire que j'avais peu de connaissances à ce sujet, donc quand on entend ça, on se dit, tiens, cette personne a l'air sérieuse, si elle le dit, c'est que c'est vrai. Quand on va creuser un petit peu, c'est pas vraiment le cas, en fait. Euh, et pour répondre un peu à ta question, quel pourcentage de l'histoire de notre lignée a évolué dans ce genre de région ou de climat? Bon, c'est déjà impossible à répondre précisément, dans le sens où il y a beaucoup d'hypothèses dès lors qu'on remonte à plusieurs centaines de milliers ou millions d'années. Par contre, ce qu'on est à peu près sûr, c'est que c'est une minorité du temps. À savoir que si on zoome uniquement sur notre espèce, à savoir Homo sapiens, Homo sapiens est arrivé dans des régions proches du nord, ou en tout cas des régions comme l'Europe, euh, il y a environ 40 000 ans. D'accord? C'est entre 48 000 et 38 000 ans. Il y a eu une extinction de masse entre deux, donc probablement que les premiers à être arrivés ne sont pas nos ancêtres, ils ont disparu. On n'en est pas totalement sûr. Il y a eu une très grosse éruption volcanique au champ Flégréen il y a 39 000 ans qui a rasé quasiment toute vie en Europe, y compris les hommes de Néandertal à ce moment-là. Donc les sapiens sont recolonisés il y a 38 000 ans environ. Et de ce qu'on sait, c'est à peu près de là que ça date, en fait, la présence d'Homo sapiens dans des régions très froides. Maintenant, c'est possible qu'un jour, la recherche, la science nous montre autre chose. Mais c'est en tout cas je dirais, les indications qu'on a aujourd'hui. Ce qui veut dire que durant la majeure partie de son évolution, Homo sapiens, il était, bon, déjà, il est apparu proche de l'équateur, hein, dans la région de Tanzanie, Kenya, etc. Donc, dans des régions qui sont où il n'y a pas de saison réellement. Alors, oui, il y a une saison des pluies ou des choses comme ça, mais avec une température qui est relativement constante tout au long de l'année et qui est chaude, même durant la préhistoire. Faut savoir que la préhistoire
qu'on appelle l'âge de glace, c'était pas la banquise sur toute la Terre pendant 3 millions d'années. C'était un enchaînement de pics glaciaires et de périodes interglaciaires tous les 40 à 100 000 ans. Mais ces pics glaciaires, ils concernaient surtout les régions loin de l'équateur, donc proches des pôles. À savoir que la variabilité de température sur Terre, elle est beaucoup plus forte près des pôles que près de l'équateur. Et ce qu'on peut estimer, c'est que la variation sur l'équateur, elle était que de quelques degrés. Savoir que si aujourd'hui il fait 28 ou 30 degrés en moyenne dans ces régions, il faisait peut-être au pic glaciaire 25 degrés en moyenne. Donc ça reste des températures qui sont chaudes toute l'année et qui permettent évidemment la prospérité de la plupart des espèces végétales. Euh, donc voilà, j'ai répondu un petit peu de manière large. Évidemment, si on remonte à Erectus ou, ce genre, ou les espèces précédentes, ils se sont disséminés sur Terre, ils ont avancé, ils ont reculé au gré des mouvements du climat également. Je peux par exemple peut-être partager, Ouais. je peux peut-être partager quelque chose à l'écran. Je vais le faire, peut-être que ce sera plus clair. Alors, hop. Ok. Donc là, on a une map qui est tirée d'une étude que j'ai citée dans la vidéo dont on parle. Mm. Qui montre en fait les migrations d'Homo sapiens. Donc on voit qu'Homo sapiens, il est parti de la zone du Kenya, etc., vers il y a 200 000 ans. Mm. Certaines sources prétendent ou indiqueraient une dispersion aussi depuis cette région-là, ou peut-être depuis là, mais on n'a pas de traces pour différentes raisons. Mm. Euh, et puis on aurait une sortie d'Afrique euh, qui, dans certaines études, est évoquée autour de 120 000 ans avant Jésus-Christ. Euh, D'autres études commencent à avancer des chiffres comme 180 000 ans, mais c'est des dispersions qui sont restées dans cette zone-là, qui est relativement proche de l'équateur. Et puis, on voit que les régions froides ont été colonisées beaucoup plus tard, hein. C'est généralement il y a environ 40 000 ans euh, que ça s'est fait, comme on avait discuté tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour Homo sapiens. Euh, j'ai une autre map qui concerne Homo sapiens qu'on peut rapidement voir ensemble. Tac. Cette map, c'est la plus récente hein, que j'ai trouvée. On a de Mm. nouveau ce berceau et on a une sortie d'Afrique là, il y a 180 000 ans, puis de nouveau il y a 120 000 ans. Pourquoi? Parce qu'entre deux, il y a eu des époques glaciaires et qu'évidemment, ces époques glaciaires ont repoussé les hommes vers le sud. Mm. Certains sont peut-être restés, mais ont peut-être échoué, hein. C'est-à-dire que à tout moment, euh, sur des dizaines de milliers d'années, comme ça, il y a des populations qui pouvaient choisir d'essayer de rester sur place et qui peut-être disparaissaient sans laisser de traces. Comment on sait que ces populations n'ont pas laissé de traces? C'est qu'on n'a pas de filiation génétique au niveau ADN avec eux. Donc là, on a des éléments qui sont quand même assez évidents, qu'on peut difficilement venir remettre en question. Mm. Et puis là aussi, on voit vraiment cette entrée en Europe, donc dans la zone froide. Il y a environ 45 000 ans, comme on discutait. Il y a eu un recul entre deux à cause de cette éruption volcanique. Euh, et puis, dans les autres régions, on voit 30 000 ans, et puis la colonisation du nord américain, 25 000 ans. Là, on parle vraiment d'Homo sapiens, d'accord? Et puis, évidemment, si on va voir quelque chose comme les migrations, euh, hop. Donc ça, c'est les migrations d'Homo erectus, donc c'est beaucoup plus vieux qu'Homo sapiens. On parle de 2 millions et demi environ pour la sortie du berceau équatorial. Et Homo erectus se serait répandu sur quasiment toute la Terre il y a environ 2 millions d'années, 1,8 million. Il aurait colonisé l'Europe, là il aurait engendré différentes espèces comme l'homme de Néandertal à un moment donné. Dans les îles du sud-est asiatique, il y a eu l'homme de Flores, l'homme de Luçon, hein, des hommes de petite taille, 1,10 m, hein, les nains de la mythologie en fait. C'est assez intéressant de voir ça. Euh, mais disons que il n'y a pas de filiation entre Homo sapiens et ces Erectus qui ont été dans ces régions-là. À savoir que Erectus est revenu aussi en Afrique. Il y a eu des mouvements, imaginez, des millions d'années, c'est des périodes extrêmement longues où Mm. ça bouge beaucoup au gré du climat, au gré de beaucoup de choses, en fait, de la disponibilité de la nourriture. Mais durant toute cette période,
il faut comprendre que le climat dans la zone équatoriale où l'être humain a passé le plus de temps, il était relativement chaud Ouais, et il y avait peu de saisons. D'accord? Ça, c'est un peu l'image qu'il faut garder. Et finalement, la présence d'Homo sapiens, je dirais, dans une zone froide ou polaire, c'est peut-être, à l'échelle d'Homo sapiens, c'est peut-être 10% de son existence pour une petite partie des gens. C'est-à-dire que ça concerne ceux qui ont une hérédité européenne. Tous les autres, ça ne les concerne pas vraiment. Ça peut concerner un peu les Asiatiques avec Denisovian, qui a aussi été confronté à du froid. Euh, mais ça ne concerne pas la grande majorité en fait de l'humanité. d'accord. Et du coup, il y a un autre, enfin bon, moi ce que j'entends souvent, c'est le mot ère glaciaire qui revient, le permafrost par exemple. Alors, les aires glaciaires, peut-être que tu peux pouvoir nous donner plus d'informations. On est d'accord que ce sont des périodes finies où il y a eu certains changements climatiques qui se sont passés sur un certain pourcentage du globe. Ouais, Et du alors, coup, ça touche. Ouais, vas-y, je te laisse. Vas-y. ouais, par rapport à ça, il y a plusieurs choses qu'on peut évoquer. Il y a par exemple ce document aussi tiré d'une étude. Donc, nous, on est ici, hein, on est dans le petit trait rouge, c'est le Holocène, c'est Ouais. l'époque où on vit. Donc, le graphique, il est un peu à l'envers de ce qu'on a d'habitude de voir. Donc, plus on va à droite, plus c'est vieux. Et là, on remonte à presque 3 millions d'années, à 2,7 millions. Hmm. Et le trait bleu, c'est les températures, c'est l'évolution ici des températures sur Terre, donc des températures moyennes terrestres. Et ce qu'on voit, c'est que il y a eu des cycles de 41 000 ans environ, et puis ensuite les cycles se sont espacés sur la fin du Pléistocène, la fin de la préhistoire, pour faire des cycles de 100 000 ans. La température actuelle, elle est ici à zéro. C'est Hmm. un peu notre point de base. On voit qu'il a fait autant chaud, voire plus chaud à quelques moments dans des périodes interglaciaires. Et on voit que le maximum glaciaire, il a été atteint ici avec moins 8 degrés environ en moyenne sur, je crois que c'est moins 9 même, lors de cette période glaciaire extrêmement froide il y a 21 000 ans. Hmm. Donc ça, c'était le pic de froid absolu. Hmm. Maintenant, c'est moins 9 degrés, c'est une moyenne terrestre. Et comme je disais avant, c'était peut-être 2 ou 3 degrés sur l'équateur, donc moins 2 ou moins 3 degrés par rapport à aujourd'hui, ce qui est très faible. Mais dans une zone comme l'Europe, c'était peut-être moins 20, moins 30 degrés. Et puis au Groenland ou proche du pôle, c'était encore beaucoup plus froid que ça. Hmm. Euh, donc évidemment, une ère glaciaire, elle n'était pas vécue. Disons que ça rendait le climat beaucoup plus extrême. C'est-à-dire que plus tu es proche des pôles, plus il faisait froid. Sur l'équateur, il faisait quasiment autant chaud qu'aujourd'hui, mais il faisait quand même plus sec. C'est un peu l'avis qu'ont les scientifiques à ce sujet, et puis aussi ce qu'ils peuvent déduire des traces laissées par les différents végétaux, voilà, un petit peu tout ce qu'on a. Donc les zones équatoriales se sont aussi restreintes, même proche de l'équateur. Donc les zones tropicales, je devrais dire plutôt. Donc voilà un petit peu l'évolution des températures, hein, je dirais, durant cette période. Donc c'est pas 3 millions d'années à moins 20 degrés dans le monde entier. Hmm. C'est pas ça, en fait. C'est pas ça du tout. Et si on regarde le climat actuel, je peux peut-être montrer ça. Hop. Ça, c'est le climat actuel avec les températures moyennes. Donc on voit que dans le berceau de l'humanité, on a des températures moyennes aujourd'hui qui sont entre 25 et 29 degrés en moyenne annuelle. Donc on était à la préhistoire sur des températures 2 à 3 degrés plus faibles, donc on était peut-être de 22 à 26 degrés en moyenne annuelle. Des températures comme ça, c'est celles qu'on va retrouver aujourd'hui encore, même pas au Maghreb, hein, plus bas. Donc c'est des températures qui sont chaudes en moyenne annuelle, vraiment Hmm. chaudes. Mais évidemment, après, bah, toute la zone européenne, elle était beaucoup plus froide. Mais ça n'a pas concerné directement nos ancêtres à nous, jusqu'à la dernière époque glaciaire, donc jusqu'à il y a 40 000 ans environ, avec la colonisation de l'Europe par Sapiens. Par contre, ça a concerné Erectus et les descendants d'Erectus, comme l'homme de Néandertal. Hmm. Et évidemment, on a une part d'hérédité de Néandertal, mais elle est très faible, elle est entre 1 et 3%, selon qu'on soit européen, asiatique, 0% pour certaines populations. Euh, donc ça pèse pas très très lourd dans notre code génétique, on va dire, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut mentionner. Après, certains veulent extrapoler ça en disant que voilà, ça change tout, on a 1-3%
de Néandertal, donc ce seraient les gènes les plus importants, etc. Euh, bon, évidemment, quand on veut vraiment voir les choses d'une manière, on fait tout son possible pour les voir comme ça, j'ai envie de dire. Hmm. Ok, ben, très intéressant. Ben, ça nous apporte déjà des éléments sur, ben, en faveur ouais, du fait que ben, c'était pas du tout. Enfin, il semblerait, hein, au vu de ces infos, que c'est plus complexe que juste l'ère glaciaire partout pendant 3 millions d'années. Ouais, c'est clair. Ok, Ah, mais cette image, elle est complètement fausse, ouais. ouais, Elle est complètement fausse. Celui qui dit que proche de l'équateur, il y avait la banquise durant la préhistoire, ouais. il n'y a personne qui va soutenir ça chez les scientifiques qui étudient ce genre de choses. Donc ça, j'en ai entendu, hein, certains du côté cétogène avancer ce genre de choses, hein. C'était la banquise en Afrique. J'ai entendu ça dans un podcast par quelqu'un que je ne vais pas mentionner. Ça m'a fait rire, hein. C'est vraiment une image d'Épinal complètement construite pour essayer de soutenir une thèse nutritionnelle moderne, quoi. D'accord. Donc, ceci étant dit, on peut maintenant passer concrètement bah, déjà la présence hein, des sources de glucides sur la planète, parce que ça, c'est le deuxième argument. Le premier argument, c'est de dire que c'était la banquise partout, donc c'était impossible qu'ils poussent bah, des végétaux. Et puis, deuxième argument, c'est de dire que voilà, il y avait pas de consommation ou c'était sporadique, quoi. Donc, j'ai une première question par rapport à ça. Donc, toi, dans ta vidéo, tu mentionnes déjà pour débuter des études sur déjà des primates, sur des animaux comme des singes. Il me semble qu'il y avait une étude sur les bonobos. Euh, et aussi sur... alors dans cette même étude, les scientifiques extrapolent en fait pas la possible, mais la probable consommation de glucides des primates. Et ils extrapolent ça au Last Common Ancestor. Donc ma première question, c'est bah, que savons-nous de la consommation de fruits et de miel des primates? Et que pensent les scientifiques à propos de la possible consommation de fruits du Last Common Ancestor? Mhm. Alors, je vais juste partager ceci, comme ça on voit de quoi on parle. Donc, le last common ancestor, le dernier ancêtre commun, on parle d'un animal qui vivait il y a 7 à 9 millions d'années environ et qui a engendré les hominines et ce qu'ils appellent les gorillines qui ont débouché sur les chimpanzés, bonobos, gorilles, orang-outans aussi, sauf erreur. Donc, on voit qu'il y a eu cette séparation il y a 7 ou 9 millions d'années. Alors, on peut juste préciser ce Last Common Ancestor, on n'a jamais retrouvé on n'a pas retrouvé de traces, s'il me semble, si c'est correct. Disons qu'on oui, on a des crânes, mais on ne sait pas si c'est le last common Ok, ancestor. Disons qu'on c'est on ça, a ouais. des traces euh, d'un animal qui vivait à cette époque-là et qui a très probablement engendré notre lignée et celle des gorilles, Ok, on n'en est mais on pas ne sait sûr. pas si c'est vraiment le dernier. Il peut y avoir une espèce entre deux ou trois, Ok, ça marche. simplement. Donc, ce qu'on sait assurément sur cet ancêtre commun, c'est qu'il était en tout cas partiellement frugivore. Hein, on sait que la lignée des primates, elle était frugivore depuis probablement des dizaines de millions d'années. Donc le fait que ce dernier ancêtre commun mangeait des fruits, c'est à peu près une certitude, dans le sens où toute la lignée des gorillines, eux, consomment des fruits. Et on estime aussi que la grande majorité de la lignée des hominines consomme également des fruits. Pour le miel, ce qu'on sait, c'est que tous les gorilles, que ce soit les chimpanzés, bonobos, gorilles, etc., essayent d'acquérir du miel. Ils s'y prennent plus mal que nous, mais ils y arrivent aussi. Euh, et qu'évidemment, l'être humain consomme du miel depuis très longtemps. Et en consomme encore, comme c'est le cas des chasseurs-cueilleurs qui viennent de ces régions-là, qui consomment beaucoup de miel d'abeilles sauvages. Il y en a en grande quantité dans ces régions-là. Donc, c'est une hypothèse, mais qui est assez solide, d'estimer que le dernier ancêtre commun consommait lui aussi du miel quand il le pouvait. On sait que le miel est présent sur Terre depuis au moins plusieurs dizaines de millions d'années, parce qu'on sait qu'il y a des abeilles mellifères depuis la période, je crois, du Miocène, ça doit être. Donc, on parle de 20, 30, 40 millions d'années, grosso modo, hein. J'ai plus de détails dans la vidéo source, mais euh, voilà. Donc, donc voilà un petit peu pour je dirais la consommation. Euh, ouais.
pour la consommation de miel et de fruits de ce dernier ancêtre commun. Et puis, là, on a toute une série d'études qui citent justement, je peux en partager vite une en vitesse, hein, mais que les bonobos, les gorilles, les orang-outans, ils mangent tous du miel. Euh, et donc, Ouais, les anthropologues estiment que le dernier ancêtre commun, euh, il aurait lui aussi accédé à du miel. d'accord. En ce qui concerne les populations ancestrales, tu avais également mentionné une étude, un article sur les. Alors, je sais plus si c'était un article scientifique ou une étude sur les Hadza, qui montrait que le miel représentait donc 15% de leurs apports caloriques, à peu près. Alors, je Oui, me souviens plus des quantités par jour qu'ils mangeaient. J'avais vu une quantité en tonnes par an. Ils avaient fait. Est-ce que tu te souviens de l'étude dont je parle? C'était une étude qui avait évalué tout ce qu'ils avaient récolté en tonnes sur un an. Euh, exactement. Je vais te montrer ça. Hop. et du coup, j'avais essayé d'en déduire la quantité qu'ils mangeaient par jour, mais j'étais pas certain de mon calcul, donc je voulais savoir ce que toi t'avais. Voilà, c'est celle-là, ouais. Donc là, c'est vraiment le pourcentage de chaque aliment dans la diète des Hadza qui viennent du berceau, on va dire, éventuel de l'humanité. En tout cas, c'est vers ce berceau-là la plupart des scientifiques, enfin sur ce berceau-là que les scientifiques s'accordent. Donc on voit qu'il y a un tiers de viande, hein, donc Mm. c'est évidemment des chasseurs, Mm. mais qui consomment aussi beaucoup de sucre. Et je dis vraiment de sucre, hein, c'est-à-dire qu'ils vont consommer 15% de miel en moyenne, 20% de baies sucrées, 14% de baobab et environ 19% de différents tubercules sauvages qui sont aussi glucidiques. Donc on a une diète chez les Hadza qui est considérée comme hyperglucidique, euh, Mm. comme chez la plupart en fait, des chasseurs-cueilleurs de cette région-là. Et évidemment, plus on s'éloigne de l'équateur, plus Ouais, la tendance à la consommation de graisse augmente et celle de glucides diminue. effectivement, ouais. Et, euh, et j'ai l'autre, si jamais, ici, ça c'est ce que tu parlais, en fait, c'est la collecte de miel Voilà. euh, chez les Hadza Mm. par mois. Donc on voit qu'il y en a toute l'année, mais il y a des périodes creuses. Je crois que c'est la saison des pluies où il y a beaucoup moins de miel. Ouais. Et il y a des saisons, par contre, où il y en a beaucoup. Maintenant, il faut savoir aussi deux, trois choses, parce que j'ai été un peu plus loin, mais j'ai encore pas eu le temps de faire vraiment une vidéo détaillée sur tout ça. Les Hadza et de nombreux chasseurs-cueilleurs ne ramènent pas tout ce qu'ils mangent au camp. C'est-à-dire ils mangent énormément en déplacement, et dans la plupart des études qu'on vient de citer, les scientifiques occidentaux, ils étaient sur place au camp et ils regardaient en fait tout ce que les gens mangeaient ici sur place. Et il y a une autre étude qui a été faite par la suite où ils se sont rendus compte que lorsqu'ils accompagnaient en fait les Hadza durant la journée où ils allaient collecter, ils mangeaient énormément de choses sur place, en fait. Et l'aliment qu'ils consomment le plus Mm. lorsqu'ils sont en déplacement, c'est le miel. C'est-à-dire que Mm. s'ils trouvent, même s'ils vont chasser, dès qu'ils ont le signal qu'il y a une ruche, et ce signal, il vient souvent de ce qu'on appelle l'oiseau guide, hein, qui est un animal qui a un mutualisme avec les Hadza, Ouais. c'est-à-dire un animal qui va amener les Hadza vers les ruches d'abeilles sauvages pour que les Hadza attrapent le miel et lui donnent on appelle la structure de la ruche hein, à manger, en fait, parce qu'il se nourrit de cire d'abeille. Voilà. Ouais. Et en fait, ils se sont rendus compte que les Hadza pouvaient manger des quantités astronomiques de miel lorsqu'ils étaient comme ça dans la nature en train de chasser. Et s'ils trouvent une ruche, ça a été rapporté jusqu'à 15 000 calories en une prise alimentaire de miel. Donc, ils se gavent de miel. Euh, Et ces gavages sont aussi rapportés dans d'autres populations comme les Inuits qui se gavent de peau de baleine ou de narval quand ils viennent d'en abattre. Mm. Et c'est la partie aussi de l'animal qui a le plus de sucre, de glycogène. Mm. Donc c'est assez intéressant. J'ai trouvé aussi des documents très intéressants là-dessus que je vais présenter prochainement, où des Occidentaux décrivent justement cette tendance des Inuits à mâcher de la peau de baleine ou de narval pendant parfois jusqu'à 2 à 3 jours. Donc en fait, ils vont mâcher jusqu'à ce qu'ils aient plus de force dans la mâchoire. Ils font des festins. Alors, ils ont pas d'alcool là-bas, mais ils festoient en fait sur la peau de ces animaux jusqu'à ce ils puissent plus manger. C'est assez rigolo comme c'est décrit. Les types après ils ont vraiment ils arrivent plus à bouger quoi. Ils sont complètement gavés. Ils hibernent. Ouais, bah, c'est un peu ça, oui. Ouais, ouais. Bon, précisons quand même que
on fait pas cette vidéo pour dire aux gens qu'ils peuvent manger 15 000 calories de miel. C'est juste Non, pour illustrer pas le du tout. fait qu'on parle juste de la présence des glucides dans l'histoire de l'humanité et dans les populations ancestrales, hein. C'est pas du tout des recommandations, Exact, exact. recommandations, hein. Et, Il faut bien le et je préciser, ouais. pense pas que pour un Européen moyen, le fait de manger 1 kilo de miel par jour soit forcément une bonne chose, hormis chez quelqu'un de très très actif. Mais Ouais, et même, je pense que ce seraient des quantités qui sont pas forcément idéales. Ça reste un carburant pour moi et pas et qui va manquer quand même de certains nutriments. Il y a peu de nutriments dans le miel. ouais, Tu as certains micronutriments. C'est un excellent carburant, mais qui vient avec assez peu de micronutriments. Donc, il faut veiller à avoir une diète qui est bien structurée dès lors que tu intègres un aliment comme ça. ouais. Très bien. Ok, bon là on a commencé déjà à toucher un peu du doigt voilà, la consommation voilà, de glucides. Maintenant on peut passer sur effectivement la présence et puis la caractéristique donc des fruits en particulier pendant la préhistoire, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié. Tu cites vraiment beaucoup d'études dans ta vidéo. Donc le premier argument que je vois, en tout cas, c'est il n'y avait pas de fruits pendant la plus grande partie de la préhistoire. Donc on a déjà vu dans la première question que c'était a priori, au vu des informations que tu nous as présentées, c'était pas le permafrost partout tout le temps. Donc il y avait a priori des environnements prompts à la présence de fruits. Donc ma question c'est que disent les études que tu as lues sur la présence de fruits pendant la préhistoire? Ouais. Bah, c'est une très bonne question. Et comme tu dis, bah, j'essaie d'avoir une vision générale. Et là, c'est pas l'idée de repartager chaque étude en détail, parce que sinon, on refait la même vidéo. Oui, bien sûr, ouais. J'essaie de donner vraiment l'image générale. Et ceux qui veulent des sources et des détails, allez voir directement la vidéo Ouais. où je cite tout ça. L'image générale, c'est que les fruits charnus et sucrés, contrairement à ce qu'on pense ou ce que pensent certains aujourd'hui, étaient beaucoup plus répandus durant la préhistoire dans l'environnement sauvage qu'ils le sont aujourd'hui. Et je parle bien de l'environnement sauvage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'être humain a domestiqué les fruits. Il a domestiqué de manière générale la quasi-totalité des forêts en Occident. Donc c'est un point important. Et c'est-à-dire qu'il a, pour des raisons économiques et d'efficacité, il a séparé en fait les arbres fruitiers qu'il a mis dans des vergers pour fournir une production de nourriture, de la production de bois, que ce soit du bois de construction ou du bois de feu. C'est-à-dire il y a des forêts aujourd'hui qui sont quasiment dépourvues d'arbres fruitiers, qui contiennent quasiment que des sapins, des hêtres, des chênes, etc. Euh, et en contrepartie, on a des vergers qui contiennent bah, du coup que des fruitiers. Et ça, c'était pas du tout le cas durant la préhistoire. C'est-à-dire qu'il y avait un beaucoup plus gros mélange dans le milieu sauvage. Euh, Et ce mélange, et pourquoi aussi ces arbres fruitiers étaient beaucoup plus répandus, c'est qu'un arbre fruitier, il est disséminé par des espèces qui consomment ces fruits. Et l'arbre fruitier, lorsqu'il produit un fruit de grande taille, il le produit pour attirer un animal de grande taille, et en l'occurrence, c'est des mammifères. Et les mammifères ont le goût du sucre, donc il y met du sucre dedans pour attirer justement cet animal. À savoir qu'un arbre qui cible une dissémination par des oiseaux, par exemple, il va pas mettre de sucre, il va simplement faire un fruit acide, et surtout, il va faire un fruit de petite taille. Et, on va dire en Europe, on va dire dans le bassin eurasiatique, on met la limite à environ 25 mm pour la taille des gros fruits. C'est-à-dire qu'à partir de 25 mm, on considère que c'est des gros fruits qui ont pour vocation d'être dispersés par des mammifères tels que nous, tels que des primates, des chevaux, des éléphants, etc. Donc une pomme, par exemple, une pomme, c'est considéré comme un gros fruit. C'est au-delà de 2,5 Voilà. cm. Ok. Et certains diront, oui, non, mais les pommes, les pommes sauvages sont plus petites. Alors, les pommes sauvages, les gros fruits chez les pommiers et les poiriers, ça date d'il y a 9 millions d'années, d'après la recherche qui est faite sur le sujet. Donc, il y a plus de 9 millions d'années, on a commencé à voir apparaître des pommes et des poires de grande taille, de plus de 2 cm et demi, qui ne pouvaient pas être dispersés par des oiseaux. Donc, on n'est plus dans des fruits acides, on sait qu'on était dans des fruits sucrés. Hmm. Euh, c'est pareil pour ce qui est pêche et prunes, etc.
Euh, et bien sûr, en milieu équatorial, alors là, c'est encore beaucoup plus évident, où on a des fruits de très grande taille. Quand on dit qu'il n'y a pas de gros fruits sauvages sucrés, c'est une méconnaissance tout simplement je dirais de la flore des zones équatoriales où il y a énormément de fruits sauvages. Il y a un livre qui recense tous les fruits sauvages d'Afrique. Et il y a plus de 1000 entrées là-dedans. Et c'est des fruits qui sont comestibles, qui sont sucrés, qui sont de grande taille. On parle de fruits qui peuvent faire jusqu'à 15 kilos. C'est des trucs énormes et qui sont sucrés. Alors, il y a des petites différences avec les fruits cultivés. En général, ils sont un petit peu moins juteux et ils contiennent aussi plus de parties non comestibles, comme des écorces ou des choses comme ça qui protègent le fruit. Mais la pulpe en elle-même, elle est, euh, elle est similaire à la pulpe des fruits comestibles. Et tout ça, c'est assez bien décrit dans un article de Denise Minger que je reprends dans la vidéo initiale. Ouais. Denise Minger qui écrit des articles très intéressants, hein. Il faut vraiment aller lire. Ceux qui lisent l'anglais ou même ceux qui lisent pas l'anglais, franchement, je recommande de mettre le petit traducteur, là, la petite extension. Elle écrit des articles qui sont super intéressants. Je sais pas si tu as lu son article Low Fat vs Low Carb. Je sais pas si tu l'avais lu celui-là ou pas. Je crois pas que je l'ai lu. Non, ça Ah, me dit rien comme il est ça. super intéressant, je te le recommande. Là, je suis en train de le lire. Bon, il y a des choses que je savais déjà, mais ça rend super intéressant. Ouais. Hmm. Donc, impeccable. Voilà. Donc, tu nous dis dans un premier temps, il y a des vestiges depuis des millions d'années de fruits. Donc, nous avons bah, la preuve tangible, entre guillemets, qu'il y a des fruits depuis des millions d'années. Mais en plus de ça, nous savons que ces fruits étaient déjà disséminé partout, hein. Dans ta vidéo, à un moment donné, tu cites une phrase d'une étude qui dit les forêts de fruits sauvages étaient courantes avant l'Holocène. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et tu nous dis dans un deuxième temps que la caractéristique de ces fruits et la stratégie de dissémination des arbres fruitiers étaient en cohérence avec la taille des mammifères. C'est-à-dire que plus les mammifères étaient gros, plus il fallait fournir des fruits gros pour pouvoir être disséminés. Et ils étaient d'autant plus disséminés sur de longues distances. D'ailleurs, tu montres une étude dans ta vidéo sur les différents animaux et leur potentiel de la distance de dissémination. Est-ce que tu vois euh, l'étude dont je veux parler? Ouais, bon, il y en a plusieurs, hein, j'en avais cité Ouais. beaucoup. Mais effectivement, c'est un point essentiel à comprendre, c'est que il y a eu une défaunation durant la préhistoire et surtout sur la fin de la préhistoire, qui est souvent en plus évoquée dans les milieux carnivores pour expliquer qu'on a renoué en fait avec enfin, avec la consommation de végétaux et qu'on a développé l'agriculture. À savoir que les grandes espèces, les grandes proies, comme les mammouths et toutes les autres, hein, ont disparu sur la fin de la préhistoire. Mais il faut aussi comprendre que ces espèces étaient les disséminateurs principaux enfin, des gros fruits charnus et sucrés. Hmm. Donc forcément, quand ces espèces disparaissent, il y a une disparition, ou en tout cas la réduction très forte Hmm. de la présence de tels arbres et de tels fruits, et l'adaptation qui en découle dans ces espèces végétales, donc ce qu'on appelle les angiospermes, donc des arbres à graines, c'est en fait, vu qu'il n'y a plus de gros disséminateurs, et ça sert à plus rien en fait d'avoir des fruits qui sont disséminés par ces gros mammifères, forcément, par sélection, c'est les plus petits fruits qui vont être disséminés plus efficacement que les gros. Et du coup, les arbres qui portent des plus petits fruits vont être mieux disséminés que les gros par les petites espèces qui restent. Et du coup, on se retrouve avec des forêts qui contiennent des fruits de plus petite taille et surtout aussi avec des forêts qui contiennent moins d'arbres fruitiers. C'est-à-dire que faut Hmm. comprendre que les arbres fruitiers sucrés, charnus, ciblés principalement des mammifères de grande taille, donc, comme ces espèces ont quasiment disparu, à part l'être humain, et un petit peu les chevaux et des animaux comme ça, il y a eu forcément une régression très forte de la présence de ces forêts d'arbres fruitiers. Et comme tu disais, bah, je cite cette étude qui parle de ça. Donc, ce qui montre, c'est que non seulement les forêts d'arbres fruitiers, elles étaient présentes durant le Holocène, donc le néolithique, donc on parle d'il y a 5 000 à 8 000 ans. Par exemple, dans la zone de l'Arménie, il y avait des grandes forêts d'arbres fruitiers. Hmm. Mais on voit aussi que durant la préhistoire, il y avait beaucoup plus d'arbres fruitiers, parce qu'il y avait aussi beaucoup plus de disperseurs. Et on Hmm. voit que dans
il y a des études qui citent l'économie à la préhistoire des différentes populations d'hominidés, que ce soit des Néandertals, des Erectus, des Sapiens. Et ce qu'ils voient, c'est que dans les restes de fragments de bois, de charbon brûlés sur les sites où il y avait une présence humaine ou de nos cousins hominidés, Ouais. 80% du bois qui était sur place, c'est du bois qui provient d'espèces d'arbres à fruits, comme les rosacées. Donc, c'est pas quelque chose qui était. Puis on sait en plus qu'il y avait On retrouve des graines de pommiers, etc. Donc, c'est quelque chose qui était courant, en fait, là. Et c'est pas dans n'importe quel. C'est pas uniquement, en fait, proche de l'équateur. Tu as même des études qui vont retrouver la présence de pommes, c'est-à-dire de graines de pommes, dans des régions comme l'Écosse, il y a 180 000 ans. Donc, on est en époque glaciaire. Alors, on est peut-être dans de l'interglaciaire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la préhistoire, c'est l'époque glaciaire, et on a des pommiers en Écosse. D'accord? Donc, c'est très haut. Ouais. C'est fou parce qu'on en avait parlé en plus au téléphone quand on voit passer ces images, on compare une carotte d'aujourd'hui avec une carotte sauvage, ou je sais plus qu'est-ce que c'est comme image qui passe. Il y a la carotte, Il y a la peut-être banane, il y a la souvent. banane, Il y a toujours voilà. la même. Mais tu remarqueras que Ouais, c'est toujours la même banane sauvage qu'on te montre. voilà. Et évidemment, maintenant, si je vais dans le verger, il y a des vergers dans ma région, et que je fais les 250 000 arbres qu'il y a dans la région, et que je te trouve la pomme la plus petite possible, même qu'elle est cultivée, Hmm. et que je vais montrer à tout le monde, voilà, une pomme cultivée, c'est tout petit, c'est pas bon. Pas forcément. Tu génères une image comme ça. Alors, bien sûr, les bananes sauvages, elles ont des plus grosses graines, elles ont un peu moins de pulpe, etc. Mais quand tu compares intentionnellement le fruit le plus petit possible, qui était probablement encore même pas totalement développé, euh, ça, c'est fait pour fausser une perception et une image. Parce qu'il faut comprendre que pour un arbre fruitier qui cherche à être disséminé par des mammifères qui recherchent du sucre, c'est complètement stupide en fait de ne pas mettre de sucre et de mettre quasiment pas de chair. Hmm. Parce que du coup, la pression sélective, elle est très simple. Si toi, tu es un Homo sapiens dans un milieu naturel il y a 200 000 ans ou 100 000 ans, et que tu te trouves dans une région où il y a des arbres fruitiers, tu vas plutôt avoir tendance à aller cueillir les fruits les plus gros, vers les arbres qui produisent les fruits les plus gros, qui ont le meilleur goût. Et on sait dans les tests organoleptiques que la teneur en sucre, elle s'accompagne systématiquement dans les espèces d'arbres à fruits d'une plus grande présence d'arômes, de couleurs et de nutriments, vitamines et minéraux. Hmm. C'est-à-dire que c'est vraiment une récompense que l'arbre met dans le fruit pour être disséminé. Donc en fait, la sélection des fruits sucrés, c'est quelque chose de naturel que toutes les espèces de mammifères, elles font naturellement. Quand on dit qu'aujourd'hui, on a complètement faussé la donne depuis la préhistoire, enfin depuis le néolithique, parce qu'on a choisi les pommes les plus grosses et les plus sucrées, c'est une aberration de penser ça. En fait, c'est exactement ce qui a été fait naturellement par toutes les espèces animales. Hmm. Il y a même des études sur les chimpanzés où quand ils ont de l'abondance, mais c'est logique, ils vont pas aller prendre la banane la plus petite et la moins bonne de l'arbre. Ils sont pas bêtes. Ouais. Mais c'est là, tu as parfaitement fait. Bon, on va passer à la prochaine question parce que t'as déjà répondu en disant que c'était dans l'intérêt des arbres fruitiers de faire des fruits de plus en plus gros et de plus en plus sucrés, tant qu'il y avait des mammifères qui avaient la taille correspondante. Après, tu l'as expliqué, quand les gros mammifères se sont éteints, là, effectivement, il n'y avait plus d'intérêt de faire des aussi gros fruits. Donc, la sélection, ça, ce qui est reproché aujourd'hui, comme tu le dis, c'est le fait que nous sélectionnons les fruits pour qu'ils soient le plus sucrés, le plus gros. Mais les arbres fruitiers le faisaient déjà eux-mêmes, il y a des millions d'années. Donc ça, c'est le gros point que tu soulèves, quoi. Bah, je pense que c'est même pas l'arbre fruitier. L'arbre fruitier, il proposait une certaine variabilité. Tu sais, c'est un peu la Ouais. nature qui fait des essais. Et les espèces qui étaient sur place, elles choisissaient ce qui était plus gros et plus sucré. Et en fait, l'homme a remplacé les espèces qui se sont éteintes à la fin de la préhistoire. Alors après, est-ce que l'homme est responsable ou pas? Ça, c'est des autres sujets à débat. C'est pas l'idée d'en parler aujourd'hui. Mais il faut comprendre que si l'homme n'avait pas euh, continué cette hybridation, cette dispersion des arbres à gros fruits, ils auraient Mm. probablement disparu. Ouais. Donc c'était dans l'intérêt de l'homme de le faire. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Euh, et il y a des études hein, qui le soulignent vraiment, qui disent même l'hybridation, c'est-à-dire que quand un arbre perd ses disséminateurs,
il s'isole dans une région, il peut plus s'hybrider avec des espèces proches, et Hmm. un arbre qui peut plus s'hybrider, il perd sa capacité d'adaptation. Donc, quand il y a des variations climatiques ou ce genre de choses, il risque de disparaître. Hmm. Donc, l'homme, en hybridant volontairement les choses comme ça, a permis d'avoir une meilleure résilience dans les espèces d'arbres à fruits. Alors évidemment, là, on parle d'hybridation naturelle par croisement standard, etc. On n'est pas sur du génie génétique. Hmm. Ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est complètement autre chose, mais c'est très récent dans l'histoire humaine. D'accord, d'accord. Ok. Donc voilà, l'évolution des fruits a été impactée par l'extinction des espèces mammifères disséminateurs, donc ça c'est nickel. Donc ça explique voilà, le recul des arbres fruitiers. Et du coup, la prochaine question que je voulais te poser, c'est sur, bah tiens, tu as déjà commencé à y répondre tout à l'heure, c'est sur l'absence des fruits dans les forêts d'aujourd'hui, parce que ça aussi c'est un argument qu'on entend très souvent. Je vous mets dans une forêt à poil avec un couteau, voilà, qu'est-ce que vous mangez? Et effectivement, si moi là je me balade, moi je vais dans la forêt à côté de chez moi, il n'y a pas de fruits. Donc ça, c'est vrai que c'est un argument qui est très puissant. Donc moi, enfin, à première vue, mais donc ma question c'est, déjà, est-ce que les fruits sont réellement rares dans nos forêts actuelles? Et si oui, pourquoi est-ce le cas? Ouais, c'est une excellente question parce que c'est vrai que c'est un argument qu'on entend très souvent, hein, de gens qui disent, bah, moi, dès que je me promène dans les forêts, il n'y a pas de fruits, on n'en trouve quasiment pas. Et l'argument, il est partiellement vrai. Alors bon, déjà, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui disent ça sont très souvent des citadins qui ont mis 2 fois les pieds dans une forêt de leur vie et qui n'ont pas l'œil adapté à trouver les espèces de fruits. Mais il y a une part de vrai. Maintenant, si vous allez dans des milieux sauvages comme le nord de l'Europe, on va dire la Scandinavie typiquement, euh, allez vous promener là-bas durant les 2 mois estivaux et vous allez être vraiment impressionné par le nombre de fruits sauvages que vous trouvez. Euh, Notamment des myrtilles, des plaques-bières et des érelles, ce type de fruits. Vous en trouvez des quantités astronomiques. Je veux dire, c'est recouvert de myrtilles. Pendant plusieurs semaines, c'est recouvert de myrtilles. Donc, vous pouvez en faire des réserves énormes. Donc, si vous vivez dans une telle région, et on peut estimer que ça pouvait ressembler à ça, la végétation qu'on avait un peu plus au sud de l'Europe durant certaines périodes qui étaient plus froides, vous avez quand même accès à des quantités énormes de fruits durant ces périodes. Et c'est des fruits qui ont la faculté de sécher rapidement, qu'on peut faire sécher et les Inuits le font, hein, ils font sécher des fruits pour l'hiver typiquement, mais qui se congèlent aussi très bien. C'est-à-dire que comme c'est des fruits qui maturent très tard, en général, ils vont geler et du coup, ils vont être comestibles pendant encore très longtemps derrière. D'accord? Euh, Là, l'image que j'ai mis à l'écran, c'est les dernières forêts sauvages d'Europe. Parce que la plupart des gens, enfin, quand vous habitez en ville, puis que vous allez faire un petit tour en forêt à quelques kilomètres de là ou à quelques dizaines de kilomètres de là, vous êtes persuadé d'être dans un milieu vierge et naturel que personne n'a jamais touché. Or, là, ce que vous voyez, c'est que où il y a des points verts, c'est ce qui est soit vierge, c'est surtout le cas pour la zone du nord de l'Europe, soit c'est des zones qui ont été réensauvagées il y a quelques décennies. Donc même ces zones-là sont encore pas représentatives d'une vraie forêt sauvage, on est d'accord, hein. C'est des programmes de réensauvagement du milieu naturel. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en Europe, et en particulier en Europe occidentale, en France, en Suisse, en Espagne, en Belgique, etc., les forêts qui sont sauvages, il n'y en a quasiment plus. C'est une toute petite minorité. Et pourquoi il n'y a plus de forêts sauvages? Parce que l'homme, comme on avait discuté tout à l'heure, il a utilisé les forêts euh, comme un, il les a cultivés fondamentalement. Il les a cultivés pour produire quoi? Du bois. Du bois de construction et du bois de chauffage principalement. Euh, et qu'est-ce qu'il a fait des arbres fruitiers? Ben, il les a domestiqués, il les a plantés dans des vergers qu'il avait sous contrôle, desquels il pouvait éloigner facilement des cerfs ou ce type d'animaux qui ont tendance à aller ronger les écorces puis faire crever les arbres. Et c'était aussi beaucoup plus efficace, plus simple à ramasser. C'est aussi plus simple à protéger contre des voleurs, etc. Donc il ne faut pas s'étonner en fait de dire oui, bah, si on enlève les vergers, il n'y a plus de fruits. Bah, bien sûr, ça fait des milliers d'années en fait que l'homme a impacté le milieu qu'on pense être naturel autour de nous de cette manière. Et étant forestier de bûcheron de métier, je peux vous dire, la, la, la,
la norme il y a encore quelques années ou décennies, et c'est sûrement encore le cas dans de nombreuses régions d'Europe. Quand vous faites de la sylviculture, donc vous allez sélectionner les arbres qui vont rester sur place, etc. Vous n'allez pas favoriser en général un pommier sauvage ou un cerisier sauvage. Ça commence à se faire maintenant parce qu'il y a beaucoup d'écologie, etc., qui vient mettre son nez là-dedans. Mais il y a encore quelques décennies, le standard, c'était de raser les forêts, de planter des épicéas, donc des sapins, ou de favoriser des hêtres ou des bois qui brûlaient bien et qui poussaient vite pour produire du bois de feu. Et c'est tout. Et ça se fait depuis des milliers d'années. Donc, de se promener aujourd'hui dans une de ces forêts et de s'imaginer que vous êtes dans le même environnement qu'un homme préhistorique, c'est complètement aberrant. Complètement aberrant. Tout ça, tu le sais de par ton métier ou tu as également des études que tu as lues sur le sujet? Oui, alors moi, je le sais par mon métier, Ouais, déjà. Et puis, c'est ce qu'indiquent ces études, c'est-à-dire que les forêts à fruits étaient beaucoup plus répandues au Holocène et surtout à la préhistoire qu'aujourd'hui. Ça, c'est mentionné dans les différentes études que je cite. ouais. Et de mémoire, ils citent justement cette raison. Ils expliquent aussi qu'au Holocène, il y a eu justement une domestication des forêts avec sélection du bois de feu, etc. Ça, il faut aller voir dans les études. Mais c'est un aspect logique, en fait. C'est un aspect logique. Je veux dire, les grandes chaînées de France, elles ont été plantées ou entretenues à l'époque où il fallait construire des navires avec ces chaînes. Et, et ça a complètement modifié l'écosystème. C'est-à-dire que non seulement tu n'as plus les disséminateurs de gros fruits sucrés que tu avais à l'époque, mais en plus l'être humain est venu favoriser des espèces qui ne portent pas de fruits dans les forêts sauvages. Mais en contrepartie, parce qu'il aime les fruits puis c'était une source de nourriture, bah, il a créé des vergers. Et aujourd'hui, cette idée de dire non, mais il ne faut pas regarder les vergers, ça, c'est pas naturel. Quand vous vous promenez dans une forêt sauvage, il n'y a pas de fruits. C'est pas logique, tu vois. Tu peux pas prendre qu'une partie de l'équation. Hmm, très bien, d'accord. Bon, si je résume de tout ce qu'on a dit pour le moment, en premier, l'image de l'homme sur la banquise est faussée. Il a passé évidemment la majeure partie de son temps, alors en fonction de où il était, dans des climats plutôt chauds, en tout temps. En deuxième, on partage alors une génétique commune aux primates et aux LCA qui ont, d'après les scientifiques, bah, consommé depuis tout temps du fruit et du miel. Il y a une présence de fruits pendant la préhistoire depuis au moins 9 millions d'années. Et nous savons, alors au vu des données que nous avons, je dis nous savons, c'est jamais sûr à 100%, mais nous pensons que la taille de ces fruits était pour le coup plus gros et plus sucré pour certains que ceux qu'on a qu'aujourd'hui, que leur évolution a été dictée par la relation qu'ils avaient avec les mammifères disséminateurs. L'évolution des fruits récente a été impactée notamment par l'extinction des espèces mammifères. Et aujourd'hui, si nous ne trouvons plus de fruits dans nos forêts, c'est tout simplement parce que nos forêts ne sont plus des forêts sauvages. Donc ça, c'est un petit peu pour récapituler tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Euh, et du coup, j'aimerais terminer avec une question un peu d'ouverture qui est que moi, ce qui m'a toujours posé cette question, c'est avec cette idée de revenir à la diète soi-disant de l'être humain. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire la diète de l'être humain? Ben, je me suis toujours demandé, mais pourquoi revenir si loin en fait? Pourquoi revenir des dizaines, des centaines, voire des millions d'années en arrière, alors que nous avons des populations récentes, des études qui ont même pas 100 ans ou 150 ans, sur des populations qui avaient pas qui ont beaucoup moins de maladies chroniques que nous. Pourquoi déjà ne pas regarder ça? Et effectivement, chez ces personnes-là, quid de la consommation de glucides? Donc toi, je sais que c'est quelque chose que tu as pas mal sur ton compte Instagram, tu en parles pas mal. Donc toi, par rapport à ce que tu sais, par rapport à ce que tu as vu, qu'est-ce que tu penses des exemples de populations récentes et de leur part de consommation de glucides? Est-ce que tous consomment des glucides? Qu'est-ce que tu en penses des populations ancestrales récentes et de leur consommation de glucides? Ouais. Moi, c'est une excellente question. Et moi, je te rejoins sur le fait qu'il n'y a pas forcément besoin de regarder aussi loin.
Et quand on regarde loin, on se rend compte que l'image, elle n'est pas uniforme et qu'elle n'est pas forcément parfaite. Et ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, pour répondre à ta question, la consommation de glucides dans les populations primitives ou même ancestrales européennes ou autres de ces quelques centaines de dernières années, elle est ubiquitaire. C'est-à-dire qu'il y a chez toutes les populations, sans exception, une consommation de glucides. Et j'insiste sur le sans exception, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo, c'est que même dans des cas aussi extrêmes que les Inuits, il y a une consommation de glucides, principalement sous forme de glycogène. Ça, c'est un autre sujet. Et ce qu'on voit, c'est que en général, plus on est proche de l'équateur, plus la teneur en glucides est élevée, et qu'elle avait tendance en fait à se réduire à mesure qu'on approchait des pôles, évidemment, mais que même chez les Inuits, on n'est pas sur des quantités de glucides proches de zéro, comme ça peut être le cas dans une diète cétogène. On est probablement sur des choses un peu plus low carb, tu vois, entre 50 et 150 grammes de glucides par jour, en grande, grande majorité provenant du glycogène. Mais ça peut être beaucoup plus élevé dans d'autres populations. On a parlé des Hadza, il y a les Mbouti, il y a les Tsimanais, il y a... En fait, toutes les populations primitives que tu étudies aux quatre coins du monde, elles consomment des quantités relativement importantes de glucides, parfois même très importantes. Et je ne vais pas dire que c'est idéal absolument. Et on voit qu'il y a aussi des grandes différences entre Tokelao, les Tsimanais, etc. Toutes ces populations n'ont pas une santé absolument parfaite, mais en général, au niveau métabolique, en tous les cas, et c'est souvent ça qu'on pointe du doigt quand on parle de glucides, leur santé, elle est très très bonne, elle est excellente. Il y a pas de diabète, il n'y a pas d'obésité, il n'y a pas de maladie métabolique. Donc c'est vraiment un caillou dans la chaussure pour certains. Alors après, ce qu'on nous dit souvent, c'est oui, mais bon, ces populations, elles bougent plus que nous, etc. Alors il y a différentes études qui ont été faites là-dessus. Ils sont un peu plus actifs. Maintenant, leur consommation énergétique quotidienne, elle n'est pas forcément plus élevée à cause de ce qu'on appelle le Constraint Energy Model. Savoir que on ne peut pas en fait augmenter infiniment notre production énergétique. Et ces gens ne peuvent pas non plus. Et même si on revient à 50 ou 60 ans ou 70 ans en arrière, il y avait beaucoup moins d'obésité et de diabète dans la population américaine ou européenne. Et pourtant, la consommation de glucides, elle était fortement présente. On n'est pas obligé d'aller chez les Hadza ou de remonter il y a 10 000 ans pour regarder ça. Hein, le diabète et l'obésité en Suisse dans les années 30 ou 40, c'était quasi inexistant. Pourtant, un des aliments de base de leur diète, c'était le pain au levain, Hmm. la pomme de terre, les fruits, quand il y en avait en saison évidemment, et le miel. Donc ils avaient des sources de glucides en grande quantité, ils avaient des alimentations qui étaient plus glucidiques qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent on dit il y a plus de sucre, etc. Et ça, j'ai aussi fait un petit travail là-dessus. Euh, le seul macronutriment qui est plus consommé aujourd'hui qu'il y a 50 ou 60 ans, et qui est concomitant en fait à l'augmentation de tous ces troubles, c'est les graisses. Et évidemment, c'est pas n'importe quelle graisse, Oui. parce que les graisses animales ont tendance à être réduites. Hmm. C'est les graisses d'origine végétale, comme les huiles de graines et de noix. Et pour moi, c'est un peu l'éléphant dans le corridor. Et du coup, il faut comprendre qu'il y a de tels problèmes de santé aux États-Unis qu'on essaye de pointer du doigt à tout va, et puis certains vont pointer du doigt les glucides, alors que le problème vient probablement simplement de cette consommation d'huile de graines et aussi surtout de tous ces additifs alimentaires qui sont catastrophiques. Hein. Je veux dire, on a très très peu de recul sur l'utilisation de ces centaines de sortes d'additifs alimentaires dans la diète humaine. Et le peu d'études qu'on a qui sortent là-dessus, c'est assez inquiétant au niveau des effets. Donc, pourquoi se dire qu'on peut plus consommer de glucides alors que, bon, déjà, la quasi-totalité des sportifs de haut niveau qui sont visiblement en assez bonne santé pour réussir des performances comme ils le font, consomment des grandes quantités de glucides. La plupart des peuples primitifs qu'on peut observer aujourd'hui consomment des grandes quantités de glucides. Et finalement, l'inverse, on l'a pas. Le zéro, on l'a pas. Ça n'existe pas. Les seuls qui peuvent avoir une diète zéro carb aujourd'hui, c'est des gens qui consomment des viandes de supermarché ou des viandes qui ont été racies d'une certaine manière. Hmm. C'est pas de la viande fraîche. Donc c'est vraiment quelque chose de moderne. Ça n'existait pas avant, hormis de manière sporadique, tu vois. Ouais. Bah, c'est très intéressant ce que tu dis d'ailleurs. C'est un peu ce que résume
Chris Knobbe, là, dans le très bon livre d'ailleurs, que tu m'avais recommandé, The Ancestral Diet Revolution, qui est vraiment, qui est un bouquin, ceux qui lisent l'anglais, vraiment, je le recommande chaudement, parce que dans ce bouquin, c'est ce que tu dis, il met en évidence le fait que dans toutes les populations ancestrales, le dénominateur commun, c'est pas du tout la répartition des glucides, parce que la répartition des macros, pardon, elle est très différente d'une population à une autre. Je crois même chez les Papous de Nouvelle-Guinée, ils sont à 90% de glucides dans leur. Mais ils mangent que de la patate douce, mais c'est un truc de malade, quoi. Ils sont à 3% ou de fat, de lipides par jour. Et le dénominateur commun de tous les problèmes, effectivement, selon lui, c'est l'introduction des huiles végétales, des acides gras polyinsaturés. Et c'est marrant de voir les schémas, les graphiques où tu vois que sur ces 20 dernières années, la quantité de glucides descend, mais le diabète, toutes les maladies métaboliques explosent. Donc, je crois que l'exemple qui est le plus parlant, c'est Japon. Le Japon, en 1920, c'est 600 grammes de riz par jour par personne, quoi. C'est un truc absolument dingue, quoi, effarant, quoi. Et il n'y avait pas de diabète, pas de ci, pas de ça. Donc, bon. Après, il y a Et, forcément et, des d'autres. Ouais, vas-y. et pour compléter ce que tu dis, hein, une série de bouquins qui est intéressante à lire, c'est La petite maison dans la prairie. Ça peut faire Ah, rire, hein, parce qu'il y a cette série télé qui tournait, mais en fait, la série de livres, c'est vraiment une autobiographie ouais, des pionniers américains dans les années 1860 à 1890. Donc on est vraiment avant l'industrialisation. Et c'est des gens qui doivent se débrouiller sur place, hein, avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils peuvent produire. Et on se rend compte que la diète du pionnier américain, il y avait constamment, ou quasi systématiquement de la viande, mais il y avait systématiquement des sources de glucides. Euh, et en fait, ils décrivent, parce qu'ils arrivent dans des contrées qui n'ont pas été colonisées encore, donc il y avait juste en fait, les peuples autochtones, hein, les Indiens d'Amérique du Nord qui étaient présents. Et ils décrivent en fait qu'ils vont cueillir des tonnes de prunes sauvages, des fruits, dès que c'est la saison, ils en conservent pour l'hiver, ils les mettent en bocaux, ils les font sécher. Ils vont faire du sucre d'érable, hein, avec le sirop d'érable. Ils ont des quantités vraiment très élevées de glucides. C'est un des fondements de leur diète. Et quand on lit, parce qu'ils décrivent vraiment beaucoup dans cette série ce qu'ils mangent, ils consomment des quantités énormes de glucides. Ça fait presque peur. Le pain de sirop d'érable, enfin, ils appellent ça ouais, le sucre de sirop d'érable, c'est comme c'est un carré de sucre géant. du pain Quand d'épices, ils en ont, quoi. ils mangent ça comme un sandwich, quoi. Ouais. Et bon, celle qui a écrit le bouquin, Laura Ingalls, est morte à 96 ans, donc 96 ans. Son mari a 92, je crois, ou 80, 90 ou 92. Ils ont tous vécu vieux, là. Et c'est tous des gens, bon, déjà, qui ont eu des conditions de vie difficiles, mais quand tu lis leur diète, consommer énormément de glucides, d'accord? Mais toujours avec des produits animaux. Et évidemment, ils faisaient leur levain. Quand ils avaient du maïs, ils le nixtamalisaient. Ils utilisaient de la graisse de porc pour cuire. Alors, c'est pas du porc industriel nourri aux huiles de graines, évidemment. Ouais. Donc, moi, je pense que tout ce combat à l'extrême contre les glucides, il est potentiellement néfaste. Et évidemment, c'était pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Là, c'était juste est-ce qu'il y avait ou pas des glucides dans l'environnement. Dans la Mm, vidéo que j'ai fait, c'était pas non plus le sujet. Et mm. évidemment, qu'il y en ait eu ou pas, ça remet pas en question le fait qu'ils peuvent être néfastes ou qu'ils peuvent être bénéfiques. Tout Ça, à fait, ouais. c'est deux sujets pour moi qu'on doit séparer. Tout Et à pour moi, fait. c'était important de faire cette vidéo à la base parce que cet argument magique, il me dérangeait, vraiment. Mm. Et du moment où on arrive à le liquider, cet argument magique, on peut passer à la suite. Et la suite, c'est vraiment de regarder l'effet des glucides. Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Si on en arrive à la conclusion que c'est néfaste, peu importe qu'on en mangeait ou pas avant, c'est mieux d'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Mais je pense que ça peut ouvrir le débat sur des choses qui sont plus pertinentes. Puis moi, j'ai pas de position à arrêter là-dessus. C'est-à-dire que je suis passé par du céto, du low carb, etc. Mm. Et j'ai évolué dans ma manière de voir les choses à force de faire des recherches. Et à la base, les recherches que je faisais, en plus, c'était pour me confirmer dans cette position. Mais j'ai trop d'honnêteté intellectuelle et je sentais que ça coinçait, ça coinçait, ça coinçait. Au bout d'un moment, tu sens que tu cherches des biais de confirmation, que ça va pas, donc tu commences Mm. un petit peu à creuser à côté. Et puis au bout d'un moment, bah, tu es obligé de voir que le château de cartes, il tient pas, en tout cas sur cet aspect-là. Mm. Ouais. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Si ce qui t'intéresse vraiment, c'est la vérité, eh ben, tu es prêt à, je dis pas à tout remettre en question, mais au moins, ouais, à rejeter les GD sur la table, quoi, à revoir, à reconsidérer des positions. Ça ne veut pas forcément dire que tout ce que tu as pensé avant, c'est faux, mais c'est peut-être à nuancer. Il y a des contextes. On sait très bien que les populations
qui vivaient il y a 80 ans, ils n'avaient pas du tout la même toxicité. Enfin, je veux dire, ils étaient dehors tout le temps. Enfin, c'est pas les mêmes conditions de vie, mais voilà, de se laisser la possibilité d'évoluer en fonction des infos qu'on va trouver, en fonction voilà, de l'évolution. Je pense que c'est important Puis il y a parce des que questions qui méritent d'être posées, comme celle des fruits exotiques en Europe, l'hiver. C'est tous tout à des fait, aspects ouais. différents Ouais, qui ont, pour moi, qui ont une pertinence. Je ne sais pas à quel point ils sont pertinents, mais ils ont une ouais, pertinence. Et là, évidemment, c'est autre chose, tu vois. Maintenant, si en été, tu te manges 3 fraises et que tu crois que tu vas mourir du diabète à cause de ça, là, on est vraiment à l'autre bout du tableau. Là, il faut arrêter avec ça, tu ouais, vois. ouais, C'est on a été dans de tels extrêmes que tu as maintenant des mecs qui vont aller calculer parce qu'il y a 3 grammes de glucides dans tel ou tel truc, donc ils n'osent pas manger ça de la journée parce que ça va leur faire un pic d'insuline. On n'est plus ouais, du tout dans la même notion. Par contre, ouais. évidemment, est-ce que manger 1 kilo d'orange exotique en Europe en plein hiver, c'est une bonne chose? Pas forcément. Pas forcément. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas forcément non plus. Ça va dépendre qu'est-ce que tu manges à la place. Hmm, Euh, Est-ce que tu arrives à prendre la lumière du jour ou pas? Est-ce que tu transpires? Est-ce que tu fais du sport? Il y a tellement de paramètres, tu vois. Et hmm. là, on peut débattre. Là, on peut essayer de trouver des idées, des solutions, des choses comme ça. Mais d'être trop dogmatique et puis de voir le sucre comme un poison, pour moi, c'est une aberration complète. Vraiment. Non, je te rejoins là-dessus. Écoute, ça, voilà, ça fait à peu près 1 heure, donc bah, je te propose qu'on s'arrête là. Si t'as quelque chose à ajouter, tu peux, tu peux le faire. Moi, je pense que j'ai tout dit. Moi, c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, c'est d'être ouvert à tout, voilà, de chercher la vérité et de pas rentrer dans un dogme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fonctionne. Et le reste, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'être dans une case. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et s'il faut remettre certaines choses en question que j'ai aujourd'hui, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Bah, écoute, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je dirais simplement que l'idée, là, parce que c'est ce qu'on va nous reprocher, on n'est pas en train de dire qu'il faut être frugivore, on n'est pas en Bien train de sûr, dire qu'il faut avoir 90% de glucides dans sa diète. bien Je sûr. pense pas que ce soit une chose optimale. C'est pas du tout le message à comprendre. C'est-à-dire que toi comme moi, on est plutôt sur des diètes relativement équilibrées. Alors après, il y a des variations avec des produits animaux, certains végétaux, etc. Euh, mais il faut pas vouloir déformer le message et aussi le comprendre de travers. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, si une personne sédentaire, elle calque sa diète sur celle des ceux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça va pas forcément bien se passer pour elle, pour différentes raisons génétiques, de sédentarité, etc. Tout à fait. Tout à fait. Ben, écoute, Christian, il ne me reste plus qu'à te remercier pour ton temps et bah, déjà pour la vidéo que tu avais faite. Et j'espère que, voilà, que cette information va continuer à circuler parce que, comme dit, j'ai pas vu d'autres vidéos francophones sur le sujet. Très peu de gens qui parlent en réalité de ces sujets. C'est soit complètement contre, soit complètement pour. Mais des personnes qui essayent, voilà, de comprendre les choses, de vraiment prendre du recul, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et pour ça, ben, merci parce que tu fais partie de ces gens-là. Donc Bah, merci voilà, beaucoup à simplement toi. merci. Merci beaucoup à toi de m'avoir donné cette opportunité. Salutations à tout le monde, aux auditeurs, et puis à une prochaine. À bientôt.